mari est venu ici, en pleine nature, mettre fin à ses jours, en s'immolant donc dans sa voiture. Il a tout simplement bu de l'essence. Voilà, pour vous dire à quel point quand même il était bien touché. Il a bu de l'essence, il a imbibé à l'intérieur de sa voiture. Il a allumé le briquet pour se faire imploser vraiment de l'intérieur. Pour vous dire vraiment dans la souffrance dans laquelle il était, c'est un meurtre contre lui-même. Ces molécules sont-elles plus néfastes qu'efficaces? Y a-t-il des intérêts qui se cachent derrière? Et surtout, les médecins français ont-ils tendance à les prescrire trop facilement? On va en débattre avec nos deux invités, le professeur Jean-Pierre Ollier, qui est professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne et auteur d'un rapport sur les antidépresseurs pour l'Académie de médecine, et le docteur Patrick Landman, psychiatre, qui s'élève contre l'abus de prescription. Mais avant, notre documentaire, Mort sur ordonnance, c'est signé Olivier Bichetti. Il avait pris simplement 5 comprimés, 5 jours de suite seulement. La notice était bien au fond de la boîte, complètement pliée. Personne ne l'avait lu, personne ne l'avait regardé. Et j'ai ouvert et j'ai lu « Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux. Si vous souffrez de dépression ou de trouble anxieux, vous pouvez avoir des idées d'auto-agression, agression envers vous-même ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite, mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Mon frère a pris 5 jours de traitement et il s'est pendu. Et je reste persuadée au jour d'aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu cette molécule chimique, il serait toujours parmi nous. Marc avait 48 ans lorsqu'il se suicide en octobre 2013. Il a un mal de dos récurrent, se fait opérer, mais l'opération sera pire que le mal. Il accuse le coup. On lui prescrit alors un antidépresseur. Marc est père de 2 enfants et il n'a jamais eu d'idée suicidaire. Mais en moins d'1 semaine, le médicament le rend fou. Sa sœur Florence ne s'en est pas remise. Il ne faut pas que Marc soit mort pour rien. C'est un tsunami dans une famille, c'est des orphelins, c'est une veuve qui peine maintenant tous les jours. Tout ça pour 5 jours de médicaments. Arrêtons l'incendie. Faut que ça serve d'exemple. Un antidépresseur est-il responsable de la mort du frère de Florence? Ce cri du cœur fait écho à des milliers de cas répertoriés dans le monde entier. Car les médicaments psychotropes sont sur la sellette. Antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères ou tranquillisants sont censés apaiser les fragilités de l'âme. Ils sauvent beaucoup de vies. Mais peuvent-ils aussi pousser au suicide ou même au meurtre? Rien encore ne permet d'expliquer le coup de folie du docteur Bécaud. Rien, sauf peut-être sa prise de médicaments. Un antidépresseur serait peut-être à l'origine d'un drame familial. Cet homme-là avait 9 psychotropes sur son ordonnance, il a noyé son fils. Le drame est aussi terrifiant qu'inexplicable. J'ai voulu tuer ma fille, l'étouffer. Ce sont des suicides vraiment d'une extrême violence. L'auteur des coups de feu était, semble-t-il, sous anxiolytique au moment des faits. Quels sont ces médicaments psychotropes qu'on tient parfois pour responsables de violences? Tout d'abord, les antidépresseurs, dont le grand-père de la nouvelle vague est le Prozac. L'antidépresseur est censé agir sur les états dépressifs, la tristesse profonde, l'épuisement psychique et les anxiétés. Il boosterait les humeurs pour faire revenir le patient à un état plus stable. En France, au moins 6 millions de personnes en prennent. Ensuite, les benzodiazépines, dont les plus répandus sont les anxiolytiques, comme le Valium ou le Xanax, mais aussi un grand nombre de somnifères. Ils agissent sur les états anxieux, les crises de panique, les insomnies. Contrairement aux antidépresseurs, ils font redescendre les humeurs pour calmer les anxiétés. En France, c'est un best-seller. 11,5 millions de personnes en prennent tous les ans, soit plus d'un adulte sur 4. Enfin, il y a certains tranquillisants et les puissants neuroleptiques qui influent sur les nerfs.
Personne ne conteste l'utilité de ces médicaments qui agissent sur la sérotonine, un neurotransmetteur qui régulerait les humeurs. Mais en fonction des individus, ils feraient disjoncter le cerveau, seraient dangereux et même mortels. En France, le professeur Even est l'un des rares médecins à tirer la sonnette d'alarme. Il a compulsé ou traduit des dizaines de rapports et d'ouvrages qui mettent en garde contre les psychotropes. Vous avez déjà joué au jeu de quilles, hein, quand vous lancez une boule. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une quille qui va tomber, il y en a plusieurs. Et bien, c'est la même chose dans ce genre de thérapeutique psychiatrique. On lance une boule, le médicament, au milieu du jeu de tous les neuromédiateurs qui font fonctionner notre esprit. Alors, quelquefois, on fait tomber le bon, le malade va mieux. Mais on fait tomber aussi un autre, puis un autre, puis un autre. On a des systèmes de contrôle. L'envie de tuer, on l'a peut-être tous rencontré dans la vie. Et l'envie de violence aussi. Il y a ceux qui se contrôlent, ceux qui se contrôlent moins bien. Bon, vous ajoutez, vous lancez la boule dans le jeu de quilles, et à ce moment-là, les inhibitions disparaissent, et on voit des gens faire des actes dont on ne les croyait pas capables, dont ils ne se pensaient pas eux-mêmes capables, et qu'après coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils les ont fait. À quel moment ces médicaments peuvent-ils être dangereux? Pour les benzodiazépines dont l'action est immédiate, c'est dans les premiers jours de la prise et surtout au moment de l'arrêt des médicaments. Chez un grand nombre de personnes, anxiolytiques ou somnifères sont plus addictifs que l'héroïne. C'est pourquoi les traitements ne devraient jamais dépasser quelques semaines. Pour les antidépresseurs qui n'agissent qu'au bout de 2 ou 3 semaines, meurtre ou suicide peuvent avoir lieu lors des premiers jours de prise, à l'augmentation des doses ou à l'arrêt du médicament. Dans ce dernier cas, il peut y avoir un effet rebond dévastateur qui met certains patients dans un tel état qu'ils se sentent obligés de continuer. Avant de se donner la mort, le frère de Florence en était au tout début de son traitement. Dans sa lettre, il dit avoir du vitriol dans le corps. Mon frère, c'est quelqu'un qui avait des douleurs par rapport à une opération qui avait été loupée. C'est pas quelqu'un qui était dépressif. On n'a pas essayé de lui donner des traitements alternatifs. On n'a pas essayé de l'écouter. Plusieurs fois, il m'a dit au téléphone, on ne m'écoute pas, on ne m'a pas compris. On lui a donné la molécule qui, 5 jours après, l'a entraîné à se pendre. On est en train de mettre toute une population sous molécule, sous cloche. Est-ce qu'on prescrit trop facilement en France? Pour nous en rendre compte, nous nous sommes rendus dans 6 cabinets de médecins pris au hasard, munis d'une caméra cachée. 95% des médicaments psychotropes sont fournis par des généralistes. Le scénario est simple, une mauvaise passe due à une perte d'emploi. J'avais un contrat renouvelable. Bon, j'ai appris il y a une semaine que c'était pas renouvelé. Du coup, je vous avoue que j'ai plus vraiment de désir. J'ai du mal à me lever le matin. Et avant ça allait? Oui, ça allait bien. Oui, c'est juste la perte d'emploi en fait. Vous avez des idées noires? Non, pas spécialement, non. Vous parlez de suicide, je suppose. Non, j'ai pas eu de... Non. Vous avez des moments comme des crises, un peu du mal à respirer Non, j'irai pas jusque-là, non. Là, oui, il n'y a pas de problème pour vous aider. Ce que je peux vous proposer, c'est un traitement pour juste le début, pour rebondir à un traitement qui serait anxiolytique, d'accord, qui fait descendre l'anxiété. 5 minutes 30 pour se faire prescrire un anxiolytique lors de la première consultation. Quelques semaines. Le second médecin tend une ordonnance où il a prescrit un antidépresseur, dont il affirme que les effets secondaires sont quasi inexistants. Vous avez déjà eu une réaction comme ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Le troisième n'est pas très favorable aux médicaments psychotropes. Mais étrangement, il fournit tout de même une ordonnance pour du Séroplex, un antidépresseur. Ce que je vous proposerais, c'est d'attendre un peu de voir comment ça évolue, quitte à vous faire dès maintenant une ordonnance pour un traitement antidépresseur. La quatrième est la seule qui trouve prématuré de donner un médicament psychotrope dans un tel cas. Et ben dans ce cas-là, moi je commence souvent par des antihistaminiques. D'accord. D'accord. Un antihistaminique est un traitement contre les allergies, mais qui peut aussi faciliter le sommeil.
La 5e propose un anxiolytique. Elle préconise un demi-comprimé, puis un, puis 2 et jusqu'à 4 par jour. La prescription est pour 3 mois alors qu'il est recommandé de la limiter à 8 semaines en raison des effets extrêmement addictifs du Xanax. Si ça ne suffit pas, elle conseille d'ajouter un antidépresseur. Si ça va pas, j'ai intérêt à prendre un antidépresseur. Et record battu pour ce dernier médecin qui propose un anxiolytique et un antidépresseur en 2 minutes seulement. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà dans un premier temps commencer avec des choses juste pour un syndrome anxieux parce que vous avez perdu votre travail. Et si on va se donner une semaine, si en une semaine vous sentez que les médicaments, en fait, ça ne vous aide pas du tout, passez aux antidépresseurs. D'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est même commencer les 2 maintenant. Un antidépresseur, ça stimule. Ça lève les barrages, c'est-à-dire pour ceux qui se suicident et qui commettent des meurtres. Alors, on leur donne en même temps des benzodiazépines qui sont des calmants. Alors, ça fait 2 médicaments. Et puis, s'ils ne sont pas complètement équilibrés, alors on va utiliser encore d'autres médicaments. On va prendre des neuroleptiques, dont je parlais tout à l'heure, ou on va prendre des anti-épileptiques détournés de leur indication, qui vont être prescrits hors autorisation, de sorte qu'un certain nombre de nos malheureux déprimés, entre guillemets, sont traités par 2 ou 3 ou 4 molécules. Ce simple test montre la méconnaissance ou le désintérêt de beaucoup de médecins pour les effets secondaires des psychotropes. Et parfois, ces cocktails explosifs virent à la catastrophe. Le journaliste Guy Hugnet a écrit plusieurs ouvrages sur les médicaments psychotropes. Il en dénonce les effets pervers depuis 15 ans et dans son dernier livre, a récupéré des ordonnances délirantes qu'il a publiées. Cet homme-là avait 9 psychotropes sur son ordonnance, il a noyé son fils, c'est un alcoolique, il était déjà dans un état lamentable. Il a eu 9 psychotropes et un matin il s'est levé, il a pris son fils, il a été noyé. Là il y a une association de 2 antidépresseurs avec un neuroleptique, un somnifère et un antidouleur. C'est une soupe de principes actifs. L'association de 2 antidépresseurs expose le patient à des risques graves, potentiellement mortels. Cet homme-là, 42 comprimés avalés par jour. Avis de l'expert pharmacologue, ce qui choque, c'est la quantité de médicaments. On est en plein délire. Chez une personne âgée démente, les 2 antidépresseurs et les 2 tranquillisants et somnifères aggravent la confusion mentale. Le neuroleptique provoque des troubles cardiaques. Il est impossible de manipuler autant de médicaments sans faire de casse. Là, il y a 7 psychotropes sur la même ordonnance, dont 3 neuroleptiques et 3 tranquillisants et somnifères de la même famille, donc aux propriétés similaires. L'avis de l'expert pharmacologue, c'est une ordonnance très lourde qui ne répond à aucune logique. On transforme le patient en légume. Et moi, j'ai interrogé pas mal de médecins, ils disent je ne peux pas ne pas donner quelque chose. Bon. Donnez quoi? Vous n'avez pas le choix. Si vous donnez une poudre de perlimpinpin, ce ne sera pas remboursé, c'est-à-dire un placebo, mettons, ce ne sera pas remboursé, le patient n'en voudra pas. Donc, vous donnez un antidépresseur, c'est la solution la plus simple. Et comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf lorsque les médicaments psychotropes rendent fou. Voici une jeune fille brillante, Aurélie. Il y a 6 ans, son traitement l'a transformée en machine à détruire. On ressent plus d'émotions, on n'a plus de changement d'humeur, on est neutre. Il n'y a plus de vie intérieure en fait. Il n'y a plus du tout de vie intérieure. On est comme des robots. Aurélie aurait pu mourir ou tomber dans la folie. Elle a fait une tentative de suicide, puis on l'a internée en hôpital psychiatrique. Il y a 6 ans, titulaire d'un master en économie, elle trouve un poste à New York. Elle travaille beaucoup, sort souvent et frise le burn-out. Elle rentre à Paris. Son médecin généraliste est absent. Elle se retrouve alors devant une psychiatre. Au bout d'un quart d'heure, je suis sortie avec une grande ordonnance, 3 médicaments. Ça a été foudroyant en fait. Ça a été foudroyant pour moi. Dès la première prise, waouh, j'étais transportée dans une autre dimension. C'était spectaculaire en fait. J'ai commencé à ressentir l'envie déjà de me tuer moi-même, de mourir, de me suicider. J'organisais, je me voyais sauter d'un pont, voilà, des trucs assez incroyables. Et puis j'avais surtout en fait l'envie de tuer des gens, mais au sens, j'imaginais des choses vraiment vraiment gore. J'imaginais tuer mes parents au sens organiser un meurtre, couper des têtes, décapiter des gens,
Et j'ai commencé à m'imaginer avoir une mitraillette dans les mains et tirer sur tout le monde, aller dans des écoles et tirer. Et vraiment, voilà, de fusiller les gens autour de moi. C'était juste effrayant de se voir penser ça, de se dire qu'on est en train de penser à ça. La jeune fille pacifique s'est transformée en furie et elle s'en inquiète. Elle consulte alors d'autres médecins. Au lieu de m'aider à réduire ces médicaments et de me confirmer que c'était bien à cause de ça, que j'avais changé de personnalité en une semaine, en gros, au bout de 3 minutes de discussion, c'est on va augmenter les doses. Aurélie surréagit à l'augmentation des doses et passe à l'acte. Tentative de suicide, puis la psychiatrie. Elle décide alors d'arrêter son traitement. Les désirs de violence disparaissent aussitôt, mais elle mettra 2 ans à se remettre d'aplomb. Aujourd'hui, Aurélie a refait sa vie. Elle habite à Londres où elle est devenue artiste peintre. Mais elle souhaite toujours savoir ce qui s'est réellement passé. Elle se rend donc auprès d'un psychiatre britannique réputé, David Healy. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est l'homme à abattre. Depuis 20 ans, il dénonce la dangerosité des médicaments psychotropes et ses expertises ont permis la condamnation de presque tous les grands laboratoires. Il dit que ces pilules sont utiles, mais dangereuses. Ces pilules peuvent être efficaces. Je les utilise d'ailleurs pour soigner mes malades. Mais elles ne sont pas faites pour tout le monde, et quand elles ne sont pas pour vous, c'est certain qu'elles peuvent agir comme du poison. Elles peuvent vous pousser au suicide ou à tuer quelqu'un, mais elles peuvent aussi vous faire entendre des voix ou vous rendre fou. Il y a de façon certaine au moins une personne sur 20 qui a ce type de réaction extrême. Ce qui veut dire que c'est très commun. En plus de ça, à peu près la moitié des gens qui prennent ces médicaments ressentent des effets secondaires sérieux. Ils réagissent mal, même si ce n'est pas une réaction extrême. Si quelqu'un a des effets secondaires, on lui dit « Regardez, c'est parce que vous êtes en dépression et c'est à cause de ça que vous vous sentez ainsi. » Donc il faut croire que c'est votre état initial qui vous rend si malade, au lieu du traitement. C'est ça le problème. Et c'est là qu'on a tort. Car une fois qu'ils vous ont mis sous traitement, les médecins ne veulent pas reconnaître qu'ils ont empiré votre état. Les labos créent le problème et ne veulent pas le reconnaître. Ils soignent avec d'autres pilules le problème créé par leurs propres pilules. Ils rejettent la responsabilité sur les médecins. Ils disent qu'ils fabriquent le médicament, mais que c'est aux médecins de l'utiliser à bon escient. Et si les choses tournent mal, c'est de la faute du médecin, pas la leur. L'industrie pharmaceutique a autant de contrôle sur tout le système que l'Union soviétique en avait dans les années 1960. Aurélie ressort de cet entretien avec l'impression d'avoir été victime d'une erreur médicale. Elle en a gros sur le cœur contre sa psychiatre. Alors elle va la rencontrer 6 ans plus tard pour tourner enfin la page. Si ma mémoire est bonne, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. On s'est vu une fois, il y a exactement 6 ans. 6 ans, tout à fait. Et je suis très contente de vous voir aujourd'hui, 6 ans après, pour vous faire part du fait que vous avez failli bousiller ma vie. Vous avez failli mettre ma vie à néant avec les médicaments que vous m'avez donnés. Au bout d'un quart d'heure de consultation, vous m'avez prescrit un cocktail de médicaments ultra puissants. Vous vous rappelez des médicaments? Je m'en rappelle très bien. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire? Séroprane, Téralène et un anxiolytique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est puissant? Juste, peut-être réfléchir un petit peu plus avant de donner les médicaments à des gens qui essaient de mieux comprendre leur situation personnelle. C'est vrai qu'on ne garantit pas les résultats. Il n'y a pas de risque zéro avec les médicaments. Il y a beaucoup de patients qui réussissent quand même à surmonter les problèmes grâce aux médicaments. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns avec qui ça ne marche pas. Ça a été votre cas. J'en suis vraiment désolé. Si ça a été vraiment une mauvaise expérience pour vous, j'en suis vraiment. Et je le pense vraiment. D'accord, mais vous avez conscience quand même que c'était surpuissant.
et que c'était extrêmement dévastateur. Non. Si j'avais cette conscience-là, madame, j'ai eu tous les effets secondaires. Si j'avais cette conscience-là, j'aurais jamais prescrit. Mais la seule chose que je veux préciser, il peut y avoir eu une erreur du diagnostic. Une erreur du diagnostic qui a poussé à prescrire. Alors, après, en aucun cas, il faut que vous gardiez en tête que je l'ai fait dans l'intention de vous nuire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonne continuation. Merci. Au revoir. La psychiatre reconnaît une erreur de diagnostic. Mais c'est aussi tout un système qui pousse à une consommation accrue de psychotropes. On a une pyramide avec les différents stades de la dépression. Celles-ci sont celles qui présentent le plus de risques suicidaires. Et là, on sait avec certitude, il y a un consensus là-dessus, que ce sont les dépressions sur lesquelles les antidépresseurs sont indispensables. Dans les dépressions modérées, on sait qu'il y a également une action favorable des antidépresseurs. Tout ça n'est que la partie visible de l'iceberg, la partie invisible étant ici, c'est-à-dire dans tout ce qui est la partie mal-être. On sait par les différents rapports de santé mentale que 50% des prescriptions en France sont non justifiées. Or, ça constitue un réservoir phénoménal pour les laboratoires qui, eux, mettent la pression pour que les médecins prescrivent là. Les laboratoires ont intérêt à augmenter le nombre de malades, car les médicaments psychotropes représentent un marché planétaire de dizaines de milliards de dollars. Premier consommateur mondial de ce type de médicaments, la France est un véritable tiroir-caisse. Ces pilules du bonheur font surtout celui des laboratoires, dont les bénéfices dépassent ceux de l'industrie pétrolière. Médicaliser la vie quotidienne, psychiatriser les problèmes de l'humeur, c'est créer des malades, des clients et des marchés pour l'industrie pharmaceutique qui ne s'en est pas privée. On ne gagne pas d'argent seulement avec les malades, il n'y en a pas assez. On est parvenu, aux États-Unis d'abord, chez nous aujourd'hui, à faire croire à beaucoup de gens que leur sentiment de mal-être relevait de comprimés, de pilules, et que même, depuis 20 ans, on y a ajouté le syndrome d'agitation de l'enfant, d'hyperactivité de l'enfant, comme on dit, dont personne ne parlait en 1980 encore, et qui est tellement rentré dans la tête des psychiatres, des médecins et des industriels, que à l'heure où je vous parle, un adolescent de sexe masculin américain, ou enfant, entre 5 et 18 ans, 1 sur 5 est sous traitement par 1, parfois 2, et même quelquefois 3 psychotropes. Aux États-Unis, cette médicalisation outrancière a une résonance particulière. Au fil des ans, des suicides inexpliqués de gosses sous antidépresseurs ou anxiolytiques ont frappé l'opinion publique. Ici, un enfant de 10 ans appelle les urgences. Sa sœur de 14 ans tente de se suicider alors qu'elle prend depuis quelques jours seulement du Paxil, un antidépresseur connu en France sous le nom de Seroxat. This is 911. Who is this? Where is your sister? What is she trying to do? Take pills? What? No, my dad told me. GSK, le laboratoire qui fabrique le Paxil, a dissimulé des études explosives faites par ses propres experts. Suite à une vague de procès, la justice a obligé GSK à les dévoiler. Elle montre que son médicament augmente jusqu'à 8 fois les pensées suicidaires ou les passages à l'acte. Que dire aussi de ces tueries de masse perpétrées par des adolescents? 9 auteurs sur 10 étaient sous un cocktail de médicaments psychotropes. Malgré des milliers d'individus qui ont engagé des procédures contre les laboratoires aux États-Unis, les médicaments psychotropes restent des best-sellers. Et c'est business as usual. Tous les ans, la puissante association américaine de psychiatrie organise le plus important colloque de la planète. Pendant 5 jours, 15 000 psychiatres du monde entier assistent à des dizaines de conférences. L'industrie pharmaceutique a flairé le bon filon. Elle finance grassement l'événement en faisant la promotion de ses derniers médicaments et ses stands envahissent un hall entier.
Pour l'occasion, même le vice-président des États-Unis, Joe Biden, se déplace. C'est dire l'importance qu'on y porte. À la tête de l'Association américaine de psychiatrie, Jeffrey Lieberman, certainement le psychiatre le plus influent de la planète. Lors de la conférence de presse, nous lui posons la question sur la dangerosité des médicaments psychotropes. Ces médicaments n'ont rien de dangereux. En tous les cas, rien de plus dangereux que ceux que vous utilisez de façon commune pour des maladies non psychiatriques. Les effets secondaires ne devraient en aucun cas être un obstacle pour quelqu'un qui souffre de dépression et doit être traité. La dépression est une maladie avec un taux de mortalité de 5%. C'est une maladie qui empêche toute émotion car on se sent mort à l'intérieur. On se sent sans espoir, sans aide et on peut probablement mourir si vous savez comment faire pour vous suicider. Toutes ces exagérations ou ces peurs sur les effets secondaires sont véhiculées par des gens qui n'y connaissent rien ou ne veulent rien savoir. Ils font croire à ces choses. Jeffrey Lieberman est-il le mieux placé pour défendre ces médicaments? La liste des laboratoires pharmaceutiques qui le financent est infinie. On comprend mieux pourquoi Jeffrey Lieberman n'aime pas trop les troubles faits. Ces quelques centaines de manifestants qui viennent régulièrement perturber la grand-messe de la psychiatrie. Il y a là une multitude d'associations, ainsi que la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, tenue par les scientologues. Le slogan du jour, « Cessez de droguer nos soldats ». Une vague de suicides sans précédent secoue en effet l'armée américaine. Et ces manifestants mettent en cause les antidépresseurs qu'on leur administre dans 9 cas sur 10. 22 vétérans de l'armée américaine se suicident tous les jours. En 2012, il y a eu plus de soldats qui se sont suicidés que de morts au combat. Pour les antidépresseurs, il y a 49 mises en garde obligatoires sur la planète qui alertent contre les risques d'agression, d'anémie, de suicide ou même de possibilité de meurtre. C'est scandaleux et les psychiatres ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. En face des protestataires, des psychiatres souvent étrangers, un peu sceptiques. J'en ai parlé un peu et je me disais que c'était difficile de définir s'il y a une relation de cause à effet entre le traitement et le fait que la maladie s'aggrave. Est-ce dû au médicament? Est-ce dû à la maladie? J'ai lu que pas mal de vétérans s'étaient suicidés l'année dernière. Mais je me demande aussi combien de suicides ont été empêchés grâce aux antidépresseurs. On ne peut pas tout soigner juste en prenant une pilule, il faut aussi de la thérapie. Mais je ne suis pas certaine que ce soit les antidépresseurs qui sont responsables de l'augmentation du nombre de suicides. Dans la salle des congrès, les conférences se succèdent en grand nombre, mais aucune ne traite du danger des antidépresseurs. L'une d'entre elles est tenue par Anthony Rothschild, psychiatre réputé pour ses livres à succès sur les psychotropes. Ce grand spécialiste tient un débat sur la façon d'adapter les traitements en fonction des maladies. Mais à aucun moment il dit qu'il ne faut pas prescrire d'antidépresseurs. Notre question est simple. Il semble qu'il y ait beaucoup de danger à prendre les antidépresseurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de suicide ou de comportement meurtrier. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez, mais je vous l'ai déjà dit. Il n'y a aucune preuve scientifique valable qui permette de dire que les antidépresseurs poussent au meurtre, au suicide ou à d'autres crimes. Alors comment se fait-il que sur les boîtes il y ait... Non, c'est complètement stupide. Cette réaction est-elle étonnante? Anthony Rothschild est lui aussi en conflit d'intérêts avec un nombre impressionnant de laboratoires pharmaceutiques. Je vous ai dit ce que j'en pensais, vous n'allez pas continuer à me poser la même question. Vous avez ma réponse, non? Comment peut-on encore tenir de tels propos aujourd'hui, alors que sur tous les stands qui font la promotion des médicaments psychotropes, la place prise par les effets secondaires s'étale sur des panneaux entiers. Parmi des dizaines d'effets secondaires, tous mettent en avant le risque suicidaire ou les comportements violents. Ces mises en garde sont une obligation légale faite par les instances médicales.
Mais que valent ces alertes face au battage publicitaire des laboratoires? When you're depressed, where do you want to go? Nowhere. Who do you feel like seeing? No one. Depression hurts in so many ways. Ces publicités interdites en France atteignent des dizaines de millions de foyers aux États-Unis, l'un des rares pays où la promotion pour les médicaments est autorisée. Pour les promoteurs de ces publicités, un nouveau client, c'est un client captif. C'est ce que dénonce Michael Baum, un avocat spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Cet homme est un cauchemar pour les laboratoires. Ces procès leur ont coûté des milliards de dollars. Son leitmotiv, dénoncer l'effet addictif des médicaments. L'un des problèmes de ces médicaments, c'est qu'une fois que vous les prenez, vous ne pouvez plus décrocher. Vous en devenez prisonnier. Et on peut même dire qu'on programme les malades pour les prendre à vie. Si vous prenez ces médicaments et que vous voulez les arrêter, vous ressentez comme des chocs au cerveau, des nausées, des sérieux maux de tête ou des vertiges. Alors vous reprenez le médicament et tout ceci disparaît. Et vous êtes alors convaincu qu'il faut continuer à en prendre. Et pour les docteurs, c'est pareil. Ils pensent que sans médicaments, leur patient retombe dans sa dépression. Mais ce n'est pas du tout le cas. Cette dangerosité des psychotropes est connue de longue date. Dès septembre 1991, l'Agence américaine du médicament doit réagir face à des vagues de plaintes contre le Prozac, le grand-père des antidépresseurs modernes. Celui-ci est mis en cause dans des centaines de suicides et de meurtres. Et les officiels de l'administration se réunissent alors pour déterminer s'il y a une corrélation entre ces actes de violence et le Prozac. Face à ce comité constitué de psychiatres de renom, les familles des victimes. Mon mari ne m'écoutait pas. C'était un pharmacien. On est revenus ensemble et le 30 avril, il s'est mis une balle dans la tête devant nous tous. Combien encore doivent mourir avant qu'on se rende compte qu'on a fait des erreurs? On est humains. Après avoir pris du Prozac pendant 21 jours, ma femme a tué nos 2 garçons. Et puis elle a retourné l'arme et s'est tiré 2 balles. J'entends ici qu'on veut des preuves scientifiques. Eh bien moi je vais vous en montrer, moi, des preuves. Les voici, vos preuves scientifiques. Voici les preuves scientifiques pour ceux qui disent qu'il n'y en a pas. J'ai été en thérapie il y a 1 an en tant que victime de viol. Je suis aujourd'hui ici en tant que victime du Prozac. Ça me gêne de penser que je puisse comparer les effets de cette pilule à un viol. Mais on peut le faire, parce que si cette pilule vous ôte toute envie de vivre, alors c'est un crime aussi grave que le viol. Pendant une journée entière, les témoignages vont se succéder, bouleversants. Combien de personnes vont être tuées ou mutilées avant que vous fassiez quelque chose? Vous avez le pouvoir de changer les choses, d'écouter ce qu'on vous dit et d'enquêter. On a besoin d'aide. À l'issue de ces témoignages, le comité va passer au vote. Que ceux qui pensent qu'il y a une relation crédible entre les antidépresseurs, les actes de suicide et d'autres comportements violents lèvent la main. Que ceux qui pensent l'opposé le disent. La surprise est totale. À l'unanimité, le comité décide qu'il n'y a pas de lien entre le Prozac et les violences décrites par les familles des victimes. Dans le comité, on retrouve Jeffrey Lieberman, celui qui deviendra le tout-puissant président de l'Association américaine de psychiatrie. Et sur les 10 psychiatres présents lors de ce vote, 9 d'entre eux étaient en conflit d'intérêts avec un ou plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Lors du lancement du Prozac, le laboratoire Lilly n'a pas ménagé sa peine. Mais l'un de ses cadres dirigeants a dénoncé les moyens qu'il a lui-même mis en œuvre pour booster les ventes de ce médicament. Il s'appelle John Virapen. Il a été directeur de Lilly en Suède jusqu'en 1988 et il n'est pas du genre à manier la langue de bois.
On ne peut plus parler de patients. Ce sont des clients. Et on les détrousse par tous les pores de la peau. Et malheureusement, d'après ce que je vois aujourd'hui, ce sont les laboratoires qui tirent les manettes. Le pouvoir total. Ils se sont immiscés dans toutes les franges du tissu industriel. Ils sont partout, en train de faire leur sale boulot. Et vous en faisiez partie, vous? Bien sûr. Et c'est pour ça que je peux vous dire tout ça. J'en faisais partie. J'ai les mains sales. J'essaie de changer. Maintenant, c'est le temps de la rédemption. C'est le temps de la rédemption. Et John Virapen a écrit un livre au titre provocateur. Effet secondaire, la mort. Il y raconte notamment la façon dont on lui demandait de dissimuler les effets secondaires. Les médecins prescrivent, mais ils ne disent rien aux patients. Mais c'est parce qu'ils ne savent rien. Ils se reposent entièrement sur ce que leur disent les laboratoires. Il y a des commerciaux partout. Et moi, j'en étais un aussi. Et quand j'étais vendeur, on avait l'habitude de me dire « La première chose à savoir, c'est que tu ne dis pas un mot sur les effets secondaires. » They want to make money, 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 money. They don't care about your lives. They only care about their wallets. De conférence en interview, John Virapen n'hésite pas à révéler les méthodes qu'il mettait en œuvre pour faire exploser les ventes. Corruption, cadeaux, voyages. Les médecins généralistes n'ont généralement pas l'habitude d'aller dans les grandes conférences ou autres. Donc un jour, je me suis dit que ce serait pas mal de faire quelque chose avec ces types. J'en ai donc réuni tout un groupe et je les ai emmenés à Singapour. Je leur ai pris un vol pour là-bas et je leur ai fait le grand jeu, la grande classe. Quand ils sont rentrés, les ventes ont explosé. Face à ces accusations, Lilly, le laboratoire qui a créé le Prozac, n'a pas souhaité nous recevoir. Mais voici ce qu'ils répondent par mail. John Virapen n'est plus employé de Lilly depuis 1988. Il ne peut donc être considéré comme une source crédible d'informations concernant les activités actuelles du groupe, ses motivations ou ses pratiques. Les laboratoires Lilly, comme tous les autres, ont tout de même lutté ferme pour que l'administration américaine n'impose pas sur les notices des antidépresseurs le Black Box Warning, une mise en garde explicite contre les risques suicidaires ou de comportements violents. En 2004, ce sera chose faite. On doit cette victoire à l'activisme des familles de victimes et de leurs avocats, comme Andy Vickery. Ce Texan est un autre poil à gratter de l'industrie pharmaceutique. Il a obtenu lui aussi des milliards en indemnités lors de ces fameux arrangements où les laboratoires ont préféré payer plutôt que de se voir traîner devant les tribunaux. Pour mieux expliquer comment une pilule peut tuer, il se sert d'un puzzle. Sa démonstration, dit-il, est valable pour tous les psychotropes. Y a-t-il des points communs entre tous les suicides que peut causer le Prozac? La première constatation, c'est que la personne devient subitement suicidaire. Des gens qui n'ont jamais pensé à se tuer ou à se faire du mal prennent l'un de ces médicaments et vlan, ils passent subitement de cet état au désir de mort. La seconde constatation, c'est que les suicides sont généralement violents. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Pat Williamson. Elle était sous Prozac depuis 9 jours quand elle est allée voir son mari et lui a dit « Chérie, tu peux me dire comment je peux me tuer ?» Et son mari répond « Voyons, Pat. » Et au bout de 15 ou 20 minutes, il décide d'aller la voir et découvre qu'elle s'est mutilé le corps pas moins d'une centaine de fois. La troisième pièce du puzzle, qui est commune, c'est l'obsession qu'on met à se détruire.
C'est une pulsion subite qui pousse à faire un acte d'extrême violence ou très dangereux à son encontre ou contre les autres. Et ça submerge, ça devient une obsession et on ne peut plus la contrôler. Entre le moment où le patient commence à prendre sa pilule et celui de leur mort ou de leur tentative de suicide, il y a un comportement anormal. Quelque chose ne va pas. Et parfois, la réponse du médecin, c'est « Ah, vous avez besoin de plus de médicaments, il faut augmenter les doses. » Ben voyons, il y a un incendie, pourquoi pas rajouter de l'essence? Et la dernière pièce du puzzle, c'est qu'à chaque cas que j'ai connu, la mort est arrivée dans les 30 jours après la première prise ou après l'augmentation des doses. Là encore, face aux accusations, le laboratoire Lilly nous répond uniquement par mail. Celui-ci précise: l'une des études les plus parlantes de ces dernières années démontre une réduction importante des suicides et de la mortalité quand les patients dépressifs prennent un antidépresseur. Où est la vérité? Cette étude est contestée par d'autres qui disent l'opposé. Et si aux États-Unis, des milliers de victimes se sont manifestées, alors pourquoi la France, premier consommateur mondial de psychotropes, serait-elle épargnée? Quelques affaires donnent pourtant à réfléchir, comme celle du conseil municipal de Nanterre en 2002. 8 morts, 19 blessés, dont 14 graves. L'auteur, Richard Durn, un homme sans antécédent de violence. Il prenait ses médicaments de façon massive, puis arrêté subitement. Il y a aussi en décembre 2012, Charles Pujol, un homme épuisé qui a disjoncté contre des voisins trop bruyants. Bilan 2 morts, 2 blessés. Il prenait des médicaments dont la prescription est longue comme le bras. Un cocktail à assommer un bœuf ou à le rendre fou. L'affaire passera aux assises en 2015. Que dire aussi d'Emmanuel Bécaud, un médecin de 35 ans apprécié de tout son village, qui s'en est pris à sa famille en 2010 avant de se suicider. Bilan, 4 enfants tués à coups de bûche et sa femme poignardée. Il a pris un seul type d'antidépresseur pendant moins d'1 semaine. Mais lorsqu'elle est confrontée aux médicaments, la justice française semble frappée d'autisme. En avril 2014, une affaire judiciaire vient éclairer de façon édifiante l'état des lieux actuels. Là, nous arrivons à l'endroit où Jean a commis cet acte vraiment... c'est ignoble, ignoble, ignoble. Mon mari est venu ici... en pleine nature, mettre fin à ses jours, en s'immolant donc dans sa voiture. Il a tout simplement bu de l'essence, voilà, pour vous dire à quel point quand même il était bien touché. Il a bu de l'essence, il a imbibé l'intérieur de sa voiture, il a allumé le briquet pour se faire imploser vraiment de l'intérieur, pour vous dire vraiment dans la souffrance dans laquelle il était. C'est un meurtre contre lui-même. Un meurtre contre lui-même, c'est même pas un suicide. Ses cachets lui ont changé complètement le comportement. C'était un fou, un homme fou. Voilà, il avait perdu complètement la raison. Ces antidépresseurs qu'il prenait chaque matin l'ont tué. Retour en décembre 2008. Jean est dépressif. Il a du mal à concilier sa vie professionnelle et la naissance de son fils. Il fait une tentative de suicide. Il se rend alors chez un psychiatre, le docteur Gossarès. Celui-ci lui propose de tester un antidépresseur qui n'a pas encore son autorisation de mise sur le marché, le Brintellix. Jean ne réagit pas au traitement, le psychiatre lui propose alors de doubler les doses. Quelques jours plus tard, Jean s'immole par le feu. Corinne, la femme de Jean, se refuse à croire qu'il s'agit d'un simple suicide. Elle alerte les autorités et le docteur Gossarès est mis en examen pour 7 chefs d'inculpation. On lui reproche de multiples malversations financières, mais plus grave,
la mise en danger de vie d'autrui sur pas moins de 8 patients, dont Jean, le mari de Corinne. Le 30 avril 2014, le médecin est bizarrement jugé à Bordeaux, le tribunal où il a été lui-même expert judiciaire pendant des années. Il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis, condamnation dont il a fait appel. Mais pourquoi le laboratoire Lundbeck, à l'origine de l'antidépresseur, n'a pas été lui aussi inquiété? C'est la question que pose Maître Dupin, l'avocat du psychiatre. Les erreurs qu'on impute aujourd'hui à mon client ne sont qu'une succession de violations manifestes de certaines obligations imputables au laboratoire qui sont bien plus graves que celles qui sont reprochées aujourd'hui à mon client. Alors on fait un raccourci simpliste en disant « vous avez mis la vie de certaines personnes en danger parce que vous les avez fait rentrer dans cette étude ». Attendez, qui les a fait rentrer dans cette étude? C'est pas mon client. Qui a mis ces médicaments dans le cadre du protocole et en phase expérimentale? C'est pas mon client. Qui a validé l'ensemble des dossiers et des candidatures? C'est pas mon client. Mon client propose, le laboratoire dispose. Les laboratoires Lundbeck n'ont pas intérêt à trop ébruiter cette affaire. Ils ont investi des millions pour que le Brintellix soit agréé par les autorités de santé. Nous sommes tout de même reçus par Sylvia Goni, une psychiatre, directrice des affaires médicales de la société. En aucun cas, le produit est incriminé dans ce qui s'est passé, qui était la déviance d'un homme. Oui, enfin, mais ce qui s'est passé sur les patients, c'est tout de même le Brintellix qui est responsable. Ah, pas du tout, c'est l'homme, c'est la prise en charge, puisque, effectivement, lui le jugement a tranché, la responsabilité... Il n'a pas mis le feu à ses patients, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je pense qu'il est dit qu'il a mis en danger la vie d'autrui par ses pratiques, et c'est pas par le médicament. Mais c'est quand même l'augmentation du Je suis désolée, pas du tout. Le médicament n'est pas mis en cause. Je suis désolée, le médicament n'est absolument pas mis en cause. Pourtant, Jean n'était plus du tout le même dès qu'on lui a augmenté sa dose de Brintellix, comme l'ont constaté Corinne et sa mère. Il ne dormait plus la nuit, les yeux étaient complètement exorbités, c'était un fou. Il devenait fou. Vous lui parliez 5 minutes après, il avait complètement perdu ce que vous veniez de lui dire. Il ne se souvenait plus de rien. Un comportement relativement agressif, puisque moi, quand même, sur mon lieu de travail, il m'a envoyé un marteau sur la tête. C'était pas du tout son genre. À partir du moment où il a commencé à suivre ce traitement, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme, même vis-à-vis de son fils. Son état physique a changé, avec des yeux vraiment très exorbités, rouges, beaucoup de sang, un visage, voilà, de quelqu'un qui a perdu la raison. C'est déformé, quoi, voilà, franchement. Voilà. C'est comme ça que je le décrirais. Et ça fait peur. Quand vous l'avez en face de vous, ça fait peur. Ce patient prenait vos médicaments, on a pris le jour même de son suicide. Le patient était malade. Et je pense qu'il y a une enquête particulièrement fouillée, il y a eu expertise contre expertise. Là, moi, je m'en remets effectivement à tout ce travail qui a duré près de 3 ans. Pour Lundbeck, ce n'est donc pas le Brintellix qui est en cause, mais la dépression de Jean. C'est une ligne de défense plausible que tous les laboratoires utilisent lorsqu'ils sont mis en cause. Pourtant, nous avons rencontré d'autres victimes du protocole d'essai et étrangement, ils décrivent tous les mêmes symptômes. Comme Christian Mounier, qui a lui aussi testé le Brintellix pendant 8 mois. Il en a perdu son boulot, sa mémoire et se décrit lui-même comme un légume. Sur cette photo, on voit bien que mon mari était souriant, hein, qu'il était bien avec notre fils, hein, qu'il s'en occupait, et qu'il était gai, que ça n'avait rien à voir. Maintenant, il est plus du tout comme ça. Hein. On voit bien que son visage a changé, que c'est plus le même homme. Hein. Je devenais agressif vis-à-vis de mon épouse, et puis j'étais pas très bien. Et mais pourquoi? Parce que tu avais quoi? Christian Mounier a cessé le Brintellix depuis 5 ans, mais n'a jamais recouvré ses capacités intellectuelles. C'est désormais sa femme qui répond à sa place. Je me rappelle plus. Il avait les yeux qui sortaient des orbites, il devenait violent, oui, et puis il était plus comme il était, hein. Ouais. Comme s'il était fou, quoi. Il m'a quand même tapé aussi, quoi, mais bon, ça c'était pas de sa faute à lui, hein. C'était dû aux médicaments.
Parce qu'il ne le faisait pas avant? Ah non, ça non, il ne le faisait pas avant. Quand ses filles le voient, ils ne reconnaissent plus leur père non plus. Hein. Il ne travaille plus, hein, mon mari, il ne peut plus, il est en invalidité. Hein. Depuis qu'il a pris ses antidépresseurs. Ah voilà. Un homme qui n'est plus lui-même, un autre qui se suicide. Des effets secondaires apparemment dévastateurs chez 8 malades. Mais il y a aussi le suicide de 2 autres patients quelque temps après l'arrêt du Brintellix. Cette mauvaise série aurait dû alerter les autorités. Pourtant, il n'en est rien. Car le jour même de l'immolation de Jean, le docteur Gossares fait disparaître son nom de ses fichiers. Sa mort n'est donc plus reliée aux essais cliniques. Les décès éventuels des malades ne sont pas appelés décès. On dit que le malade a été perdu de vue. Parce que vous faites un essai clinique, vous rentrez 5000 malades. Au bout d'1 an d'essai ou de 3 mois d'essai, il y en a qui en ont eu marre, qui ne vous ont plus contacté. Ils sont ce qu'on appelle perdus de vue, lost of view. Eh bien, les morts, c'est pareil. On les classe lost of view. Donc, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort puisqu'ils ont été perdus de vue. Et donc, quand on va présenter le dossier aux autorités gouvernementales, il n'y aura pas de décès. Les autorités médicales nous expliquent que pour chaque test de médicament, elles ne reçoivent que les résultats réalisés sur l'ensemble du territoire. Les essais tronqués du docteur Gossares ont donc été noyés dans la masse et mélangés aux dizaines d'études validées dans le monde entier, comme le montre ce document qui officialise la mise sur le marché du Brintellix. Lundbeck rejette la responsabilité sur les autorités sanitaires. Il faut savoir que la pharmacovigilance est faite directement par l'agence du médicament. Hein. Et évidemment, ils ont pris toutes leurs responsabilités, j'ai toute confiance. Donc je pense que tout est parfaitement établi. Dès qu'on est informé, on prévient les autorités. Je pense que là, vous êtes sur une assertion qui n'est pas du tout reprise. Le médicament n'a absolument pas été incriminé, il n'y a aucune responsabilité. À aucun moment, les notices ne mentionnent que le médicament favorise des actes de violence. Alors que dire de cette notice jointe au médicament que nous avons retrouvé aux États-Unis, où le Brintellix est autorisé depuis 2013. 2 pages entières répertorient les effets secondaires. Mais surtout, le paragraphe principal met en garde contre les risques accrus de pensée et comportements suicidaires. C'est la fameuse Black Box Warning, c'est-à-dire le niveau d'alerte le plus élevé. En France, le Brintellix vient d'obtenir son autorisation de mise sur le marché. Il est donc jugé utile contre la dépression. On ferme le banc. Jean est le seul responsable de son suicide, tout comme Marc pour son décès, Aurélie pour ses pensées meurtrières et sa tentative de suicide, ou Christian Mounier pour sa déchéance. Si on ne peut nier l'efficacité de ces médicaments sur les états dépressifs les plus sérieux, combien de drames encore avant une réelle prise de conscience des effets des psychotropes sur certains patients? En France, 200 millions de boîtes d'anxiolytiques, antidépresseurs ou autres médicaments de l'âme seraient prescrits chaque année. Quels sont leurs impacts sur la santé? Pourrait-on éviter d'en prescrire autant? Existerait-il dans certains cas des traitements de substitution? On en parle tout de suite avec nos invités.